Il est candidat à la présidentielle de 2023. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a donc toujours des ennuis judiciaires. Mais on ne sait pas dans quelle juridiction il va finalement être jugé. Mesdames et messieurs, nous recevons dans ce numéro de Face à Face un cadre de son parti politique nouvellement créé, le LGD, Manik Sienda. Bonjour et merci de l'honneur que vous nous faites d'être devant nous ou en face de nous dans ce Face à Face. Bonjour mon frère Dan, c'est à moi de vous dire un grand merci pour cette marque d'honneur et de considération. J'ai toujours considéré ces plateaux comme un réceptacle de la démocratie, comme un temple d'expression démocratique, et je pense que notre échange serait un échange républicain auquel le peuple pourra tirer leçons et surtout d'exemples par rapport à la qualité de la démocratie du pays. Selon comment se porte le président du parti LGD? Le président du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, se porte bien. Le professeur Augustin Matata Ponyo est à l'étranger. Comme vous le savez, il y a eu un moment, il avait demandé à la justice de sortir du pays pour se faire soigner parce qu'il a été empoisonné. Et aujourd'hui, au-delà de contacts politiques, il a profité à l'occasion effectivement pour faire un check-up, se faire soigner, un contrôle médical. Et donc il séjourne encore à l'étranger, mais il va revenir. Comme il en a toujours l'habitude de le dire, le Congo, c'est son espace. Il sera candidat à la présidentielle de 2023, c'est confirmé. Il ne va pas reculer, il ne va pas faire alliance. Ou bien il faut attendre? Non, mais on va attendre quoi? Matata l'a déclaré de manière solennelle. Avant les élections, il y a des alliances qui se font. Non, mais on ne fait pas des alliances avant les enjeux proprement dits, les enjeux électoraux. Le parti vient de naître. Nous avons encore l'objectif d'installer les partis en termes d'implantation du parti. On doit mobiliser les partis. On doit imposer notre veto politique au sein du microcosme politique. En tant que parti politique, nous devons d'abord Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il peut donner de plus? Il a été Premier ministre pendant plus de 3 ans à la tête de la République. Il veut être... Le Premier ministre, c'est celui qui dirige pratiquement la machine politique. Mais il veut être chef de l'État. Qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il veut apporter qu'il n'avait pas apporté pendant qu'il fut Premier ministre? D'abord, il faudrait savoir que dans notre pays, nous avions eu la mauvaise habitude de croire que devenir président de la République, c'est un fait de spontanéité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit ces phénomènes d'autodidaxie à la tête du pays, ou de gens qui viennent pratiquement de nulle part et finalement devenir président de la République, un peu dans cette logique des chances et le Kopamba, alors que devenir président de la République... En fait, quelle en quoi exactement, Manix? Écoutez, à qui exactement il suffit seulement de checker le profil de tout le président de la République que nous avions eu dans notre pays. Vous allez vous rendre compte que la problématique est tellement manifeste. Alors qu'ailleurs, en France par exemple, devenir président de la République, c'est cette responsabilité, cette grande marque de responsabilité de porter la charge de la République sur un individu qui a une vision et qui a un modèle de gestion clair à imprimer pour effectivement répondre aux problèmes de Congolais. Et d'ailleurs, ailleurs, pour devenir président de la République, à la limite, il faut quand même être le chef de quartier, gouverneur dans votre passé, ministre dans votre passé, avoir cette expérience des gestions de la chose publique de l'État. Et il faut aussi avoir un niveau, une certaine capacité, le background requis pour diriger un pays aussi problématique comme la RDC. Et donc Matata, c'est un acteur politique, un candidat qui répond au critérium et au profil d'un président qui peut valablement gérer un grand pays comme la RDC. On ne va pas d'abord aborder ces ennuis judiciaires dans l'affaire Kangalunzo, les iranisations et tout ça. On ne va pas d'abord aborder ça. On va se poser la question d'abord sous le profil. C'est vrai, c'est une personne il est professeur d'université, il est une personne qui a eu à gérer dans le passé, mais est-ce que ça suffit pour être président de la République? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus, quelque chose qui vous permet d'être au-dessus de la mêlée? Parce que pour être professeur d'université, il y en a beaucoup qui sont professeurs, qui ont été candidats, et aujourd'hui, qui n'inspirent pas confiance. Est-ce qu'être professeur, avoir dirigé, suffit pour qu'on vous confie un pays comme le Congo? Au-delà d'un tableau qu'on peut peindre en termes de critériums pour devenir président de la République, je crois que le binôme qui constitue même le socle philosophique de notre parti, le binôme leadership de qualité et gouvernance de qualité, valent la peine pour
quelqu'un qui veut porter la charge de la République. Il faut d'abord avoir le sens d'un leader, et un leader de qualité. Il faut imprimer un modèle de gouvernance qui va pratiquement répondre à tout le secteur, aux problèmes sectoriels du pays. Et donc aujourd'hui, Matata, en termes d'exemplarité, en ce qui concerne le leadership de qualité et gouvernance de qualité, Matata est un profil requis qui peut effectivement bien jouer le rôle d'un président qui porte la charge de tout un peuple et la charge de toute une nation. Je vous ai parlé de profil avant que l'on ne devienne président de la République. Il faut à la limite être gestionnaire quelque part. Vous savez que Matata, dans son passé, il a été plusieurs fois conseiller dans les différents ministères de notre pays. Il a été le directeur général de BCECO. Il a été directeur dans la Banque centrale. D'ailleurs, dans la Banque centrale, si même vous partez consulter, vous verrez aujourd'hui, il y a une formule qui demeure d'application jusqu'aujourd'hui, la formule du calcul de la masse monétaire par ses composantes. Et cette formule vient de l'initiative de M. Matata comme expert, économiste, expert dans ce secteur d'économie du marché, économie monétaire, et qui a proposé un paradigme qui reste d'application. C'est comme ça qu'on reconnaît effectivement les passages d'un vrai leader, un passage qui laisse des empreintes et des traces positives. Matata, quand il était, excusez-moi, parler un tout petit peu de son parcours, quand il était ministre de Finances, c'est avec Matata qu'on a relevé le plus grand défi, le point d'achèvement, cette grande dette. C'était sous Mosito. Non, mais écoutez, le ministre sectoriel, à l'époque, les ministres sectoriels, les gestionnaires du secteur, c'était M. Matata, comme ministre de Finances. Cette prouesse revient effectivement à la qualité de celui qui a tenu, de par sa vision... Sous le leadership de son Premier ministre. On dira sur le leadership du Premier ministre, autant pour le président de la République, mais le ministre sectoriel, c'était celui de Finances et c'était M. Matata, qui a relevé ces défis qu'on n'a pas pu pendant 7 ans. Et dans un espace de 5 mois, il a payé la dette extérieure, il a atteint le point d'achèvement. Matata, comme Premier ministre, vous avez vu autant d'actions aujourd'hui qui constituent même l'un des avantages en termes de continuité de l'État. On parlait du profil. Le pouvoir actuel, c'est ça. Le profil, je dirais, intellectuel, qui a un parcours professionnel très important. C'est bon, mais je parlais de la probité. La probité morale, voulais-je dire. Probité morale, une personne qui fait confiance, en qui on a confiance, en dehors du fait qu'il soit qualifié du point de vue professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu comme affaire judiciaire qui le liait, on peut dire aujourd'hui que Matata Ponyo, face à d'autres candidats qui n'ont pas eu des problèmes judiciaires, il peut faire le poids? D'abord, en termes de probité morale, laissez-moi vous le dire ainsi, je ne vois pas quel est cet acteur politique que l'on peut placer sur le même diapason que M. Matata. Mais ça reste qu'en termes de probité morale. Et je vous donne quelques faits le plus probants. Matata, et je le dis avec beaucoup de modestie d'ailleurs, est l'un des acteurs politiques qui a interdit aux artistes musiciens de le chanter un peu dans cette forme d'immoralité comme on le voit aujourd'hui. On ne chante pas Matata, on ne parle pas de Matata au travers de chansons produites par le musicien congolais. Pourquoi? Parce qu'à une certaine mesure, lorsque vous êtes un homme d'État, vous devez être lié de par la moralité publique. Matata, c'est l'un des acteurs politiques après sa gestion. Il a été consulté non seulement par les États africains, mais aussi par le président africain pour prêcher le modèle de gouvernance de qualité qu'il a expérimenté pendant sa gestion comme Premier ministre pendant 5 ans. C'est le professionnel. Non mais ça fait partie des probités, ça fait partie d'éthique, ça fait partie de bon sens, ça fait partie des capacités politiques et professionnelles que revêt un acteur politique qui peut présenter effectivement une sorte de probité morale pour inspirer la confiance. Parce que vous ne pouvez pas inspirer la confiance des États africains, des présidents africains, sans en avoir une probité morale en termes d'exemplarité professionnelle. De la Guinée, du Bénin. Effectivement. Le leadership de M. Matata, la gouvernance de M. Matata a servi comme paradigme pour certains États africains. C'est aussi grâce à cette probité, autant morale que professionnelle. Pourquoi n'a-t-il pas mis cette probité pour la réussite d'un projet aussi salvateur que celui du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui devait nourrir plusieurs provinces de l'ouest du pays, pour ne pas dire la capitale aussi? D'ailleurs, si aujourd'hui on parle de Bukangalonzo, nous devons admettre que c'est parce que Matata a existé dans ce pays.
bien avant Matata, en termes de vision dans le secteur agricole, nous vivions dans un vide total. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, le seul modèle d'agriculture que nous avions utilisé depuis la nuit de temps, c'est cette agriculture artisanale utilisée par nos mamans qui nous font manger les mamans maraîchères, les légumes, le ndunda, etc. Dans des espaces aujourd'hui d'ailleurs vendus par des acteurs politiques. Il a fallu qu'il y ait un acteur politique avec une vision un peu beaucoup plus large pour remplacer, au-delà du modèle de l'agriculture informelle, l'agriculture artisanale, il faudrait implanter cette fois-ci une agriculture moderne, agriculture industrialisée pour apporter des vraies solutions à une démographie, à un besoin démographique aussi criant. Parce qu'aujourd'hui... L'idée était bonne, mais la mise en œuvre, la matérialisation, l'effectivité, c'est un chantier mort aujourd'hui. Vous savez, M. Dan, je vous ai dit que la mission principale de ce projet Boukangalonzo, c'était d'abord d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Avec son complément de la sécurité alimentaire, accorder à manger, donner à manger aux Congolais, c'était ça la priorité. Et pour ça, il faut la conception d'un projet avec des directives claires, avec un leadership de qualité et une gouvernance de suivi pour l'effectivité de ce projet. Mais comme il est de principe dans la gestion de l'État, les individus passent, les institutions restent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'une des différences qui crée la démarcation entre les leaders et le manager, les managers étant gestionnaires de projet, en réalité. Mais les leaders, au-delà du fait qu'ils soient gestionnaires du projet, les leaders, c'est lui-même le créateur du projet. Et il a fallu qu'il y ait un leader qu'on appelle Augustin Matata Ponyo Mapon pour créer ce projet qu'on appelle Boukangalonzo. Mais ce projet a été créé. C'est lui le concepteur. C'est lui qui a créé ce projet-là. Mais bien sûr. C'est M. Matata qui a conçu le projet. Il a conçu le projet, l'a proposé au gouvernement. Effectivement. Et le gouvernement a financé. Le gouvernement a financé parce que ce projet reposait sur le contrat public-privé. Parce qu'il y a eu une brèche de collaboration entre le gouvernement central, entre l'État congolais, avec certaines entreprises, principalement l'entreprise Africom, cette entreprise sud-africaine axée dans le domaine de l'agriculture. Et dans le contrat, ce contrat public-privé entre l'État et cette entreprise sud-africaine, il a été bien stipulé que les gestionnaires financiers du parc agro-industriel de Boukangalonzo, c'est bel et bien la société Africom. Et déjà même dans ce contrat, l'Africom avait sa part de 30% comme associé minoritaire et de l'autre côté, l'État congolais avait sa part de 70% comme associé majoritaire. Et le blanc là qui gérait l'Africom, il était venu ici à Kinshasa. Il a fait certaines émissions. Je suis très heureux parce que dans l'archive de Congo Buzz, vous retrouverez un numéro qu'il a fait avec M. Christian Bossembe, où le monsieur a reconnu avoir perçu de l'argent auprès de la Banque centrale de notre pays, l'argent perçu par l'Africom comme gestionnaire financier de ces projets Boukangalonzo. Mais malheureusement, le montant qu'a annoncé M. Grobler est pratiquement incompatible avec le montant décrié dans le rapport de l'IGF. Donc, il a parlé de 130 millions de dollars et il a même présenté les extraits bancaires. Monsieur Matata Ponyo n'a touché à aucun rang. Non, mais, sa signature n'était pas exigée pour le décaissement de l'argent. Non, mais il suffit seulement de vous poser la question si M. Matata se retrouve, je ne parle même pas de Matata, je parle du Premier ministre, chef du gouvernement, si le chef du gouvernement se retrouve dans la chaîne de dépenses. Nulle part, vous pouvez voir le Premier ministre, chef du gouvernement, dans la logique de la chaîne des dépenses pour décaisser de l'argent par rapport à un projet à exécuter de manière précise. Là, c'est le ministre des Finances. Le budget, finance et la Banque centrale. Le budget, c'est la conception. Le finance, c'est l'ordonnancement. Et la banque, c'est les décaissements de fonds. Mais en tant que concepteur, n'était-il pas celui qui devrait accompagner le financement de ce projet? Parce que c'est lui qui a conçu, en tant que chef du gouvernement, c'est lui qui a proposé dans le financement, dans le décaissement des fonds. Ne pouvait-il pas avoir un rôle à jouer? Non, mais dans le décaissement de fonds, oui, mais M. Matata comme Premier ministre, c'est vrai, en tant que concepteur, et surtout, dans sa qualité de Premier ministre du gouvernement, il avait une responsabilité de vigilance
pour assurer le bon fonctionnement en termes d'exécution de ce projet, Bokanga Lonzo. Et d'ailleurs, parmi l'une des déclarations faites par M. Grobler, il a reconnu que sous M. Matata, les décaissements se faisaient en bonne et due forme. C'est-à-dire? Et d'ailleurs, c'est-à-dire le 130 millions décaissés étaient décaissés de manière normale et ça a permis à Bokanga Lonzo de réaliser toutes les opérations possibles. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, certaines personnes sont un peu amnésiques, amnésiques sélectives, et il y a d'autres même qui veulent injecter une sorte de drogue populaire sur la tête de Congolais pour désorienter le Congolais du chemin de la vérité. Vous et moi, nous avions vu ici dans le différent carrefour de la ville-province de Kinshasa, parce que Kinshasa était la province cible. Pourquoi? Parce que c'est Kinshasa qui constitue effectivement le bastion démographique de la RDC avec une démographie de plus de 17 millions. Et donc, il faudrait réserver la plus grande quantité en termes de tonnes de maïs, d'abord à Kinshasa et puis ensuite les autres provinces. Mais ici à Kinshasa, s'il vous plaît, c'est très important cette question. Ici à Kinshasa, vous aviez vu dans le différent carrefour de Kinshasa, le point de vente. À Lupin, il y avait un point de vente de maïs de Bokanga Lonzo. Matete, Massina, Rompoingaba, il y avait dans le différent grand carrefour, à Victoire, il y en avait. Et lorsqu'on parle de la commercialisation... Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Que le projet a marché? Non mais effectivement. Si déjà on arrive au niveau de la vente, c'est là que vous voudrez tout simplement dire il y a eu production. S'il y a eu production, il y a eu distribution. Parce qu'il y a eu distribution, il y a eu commercialisation. Et encore que, s'il y a eu commercialisation, c'est-à-dire qu'il y a eu consommation. C'est-à-dire qu'il y a eu des Congolais qui ont mangé le maïs de Bokanga Lonzo, ici à Kinshasa. Mais lorsqu'on dit aux mêmes Congolais, qu'on a détourné l'argent de Bokanga Lonzo, alors on ne sait pas où est la vérité. Mais parce que le Congolais a mangé ses maïs. On attendait que ce projet puisse nourrir, d'après les prévisions, plus ou moins 6 provinces. Monsieur Manix, est-ce que si ce projet-là a marché, pourquoi le gouvernement, pourquoi l'IGF a fait ce rapport pour dire qu'il y a eu détournement de fonds? Et pourquoi l'IGF a mis tout cela dans son récent communiqué pour dire que tout, M. Matata Ponyo serait l'auteur intellectuel de la débâcle, comme on l'appelle, débâcle de Bokanga Lonzo? Moi, je ne voudrais même pas m'apaisantir sur l'IGF que je considère pratiquement comme un jeu de Nintendo, manipulé par quelqu'un, par un roi Manitou, le maître de manette, qui guide l'IGF à son gré. Le problème n'est même pas à ce niveau-là. Je vous ai bien dit que les hommes passent et les individus restent. Et lorsque vous voyez les spectres de projets que nous avons dans notre pays, il y a des projets à long terme, à court terme, et il y a des projets à moyen terme. Et Bokanga Lonzo fait partie de projets à long terme. Ce qui voudrait dire le délai d'exécution est défini pas conformément au nombre de mandats des son concepteurs. Parce que Matata n'a été Premier ministre que de 2012 à 2016. Et lorsque Matata est parti, le projet est resté là. Et vous savez d'ailleurs que l'un des grands principes de gestion de la chose publique de l'État, c'est aussi le principe de la continuité. Alors la plus grande question est celle de savoir comment ceux qui ont succédé M. Matata ont géré le parc agro-industriel de Bokanga Lonzo. Est-ce le contrat prédéfini entre l'État congolais, signé par les officiels de la République, avec la société Africom, avait été respecté en bonne et due forme? Pour qu'à la suite, effectivement, qu'on parle des résultats escomptés. C'est comme ça que je vous ai dit au début. À tout à l'heure, ça n'a pas été le cas. Non, mais écoutez, parce que l'enquête de l'IGF déjà le révèle que tout ce qui a été prévu ne s'est pas déroulé tel que prévu. Et donc, l'argent a été orienté à autre chose. Non, mais je vous ai dit, lorsque vous voulez qu'on parle de l'IGF, il faudrait mettre un peu d'objectivité. C'est une institution qui dépend certes de la présidence de la République, mais c'est une institution étatique sur laquelle beaucoup de Congolais comptent pour justement l'orthodoxie financière, M. Manik. Je ne refuse pas. Moi, je sais que l'IGF, effectivement, dans sa mission d'audit, de contrôle et de vérification de finances publiques de l'État, dans toutes les entités étatiques, tant au niveau national, provincial que local, a cette mission-là de contrôler, de jouer le rôle d'une police financière, même si, à une certaine mesure, l'IGF a perdu sa mission, a perdu de vue sa mission maîtresse et il s'est lancé dans des choses de nature très politique et c'est ce qui même discrédibilise un tout petit peu le statut
publique de l'IGF, et voire même sa mission maîtresse. Mais écoutez, regardez même dans le rapport. Dans le rapport de l'IGF sur le dossier Matata, il y a assez d'incongruité, assez d'irrationalité. Lesquels, par exemple? Le premier élément qui justifie l'irrationalité dans ce rapport. L'IGF vous parle d'un détournement de 287 millions de dollars. Posez à M. Alinguet la question de savoir le projet en soi, Bukanga Lonzo, le fonds global, le fonds total, était évalué en termes de combien de dollars? C'était en même temps 287 millions de dollars. C'est-à-dire, dans la logique de l'IGF, toute la somme d'argent destinée pour Bukanga Lonzo a été détournée. Alors que tout à l'heure, je vous ai parlé de points de vente, ce qui justifie la production, la distribution, la commercialisation et enfin la consommation. Donc selon l'IGF, rien n'a été fait. Selon l'IGF, dans la logique de l'IGF, rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que toute la somme destinée pour l'exécution de ce projet Bukanga Lonzo, toute cette somme-là a été détournée. Alors que il y a dans le ventre de Congolais, on peut trouver une petite quantité de maïs de Bukanga Lonzo. Et ça s'appelle le mensonge. Tout à fait. Deuxième incohérence, s'il vous plaît, c'est très important. Dans le rapport, parce que nous avons lu scrupuleusement le rapport de l'IGF. Justement, dans le rapport de l'IGF, il a dit que M. Matata et M. Kitebi ont détourné l'argent de Bukanga Lonzo tout au long du délai de l'exécution de ce projet. Alors que M. Kitebi, comme ministre délégué de Finances, n'a participé à ce projet que dans le premier volet, parce que dans le gouvernement Matata 2, Kitebi n'était plus ministre de Finances. Alors, le rapport de l'IGF nous raconte quoi? Et encore que même dans ce rapport, l'IGF, en tant qu'expert technique en matière de finances publiques, en tant qu'auditeur, il est de bonne loi, surtout ça fait partie des exigences inéluctables de finances publiques. Je ne vous arrête Lorsque pas. vous auditez quelqu'un, avant de faire le rapport, il faut faire la confrontation d'expertise. La contre-expertise. La contre-expertise, faire appel à la personne que vous avez chargée en termes de grief, vous l'appelez et vous prenez ces éléments. Je ne vous arrête pas, et vous confrontez avec le vôtre, ce qui n'a pas été le cas. Je ne vous arrête pas, Manix Yenda. Dans ce rapport, ce même rapport, l'IGF, comme vous avez dit, le Premier ministre n'est pas dans la chaîne de dépenses. Pas du tout. C'est plutôt les ministres des Finances, Budget et la Banque centrale du Congo. Pourquoi l'IGF, qui est cette institution qui est spécialisée dans les enquêtes, la bonne gestion des finances publiques, est une institution spécialisée? Vous voulez dire, est-ce qu'on doit se dire qu'elle s'est trompée de mettre ou d'ajouter M. Matata Ponyo dans la chaîne de dépenses pour dire qu'il est il est l'auteur principal de la débâcle de Bukanga Lonzo? Est-ce que l'IGF s'est trompé ou l'IGF l'a fait intentionnellement peut-être? Mais je vous ai dit que l'IGF a pratiquement chaviré sa mission maîtresse. Dans quel intérêt? Et les conséquences sont là. L'IGF a pratiquement connu l'iceberg parce qu'elle s'est permis à nager dans le bain de domaines qui ne le concernent pas. Quel domaine? Dites-moi, en qualité de qui, M. Alinguete, comme inspecteur général de finances, pouvait s'assumer en disant qu'il n'y a pas de guerre ici en République démocratique du Congo? À la limite, la guerre qu'on voit, c'est une scène cinématographique qu'on voit à la télé. C'est en qualité de qui? En qualité de qui, M. Alinguete peut inciter? Parce que c'est celui, les vendeurs, d'une image positive à l'étranger pour inciter les investisseurs de venir au Congo. C'est en qualité de qui? En qualité de qui, M. Alinguete peut se donner le luxe de qualifier et voire même de réqualifier les faits infractionnels à charge d'un individu? C'est en qualité de qui? Ça fait partie de ses missions, reconnues comme IGF, ayant la mission d'audit, de vérification et de contrôle de finances publiques de l'État. C'est en cela qu'il a échappé le chemin. Pourquoi? Parce que l'IGF, comme outil de travail pour contrôler les finances publiques de l'État, est transformé à un petit jeu de Nintendo manipulé par le maître de l'école. C'est très fort. Et c'est ce qui est très décevant. C'est très Et fort. aujourd'hui, on sent l'acharnement même de l'IGF. Regardez les derniers communiqués. Sous Matata Ponyo. L'acharnement sur M. Matata, parce que l'IGF, c'est lui, le metteur en scène. C'est M. Alinguete qui a peut-être rassuré les régimes de l'Union sacrée ou encore le président de la République pour le servir la tête de M. Matata en utilisant la stratagème
IGF rapport pour finalement créer un dossier judiciaire, afin d'écarter M. Matata dans la course électorale. Est-ce que Matata Ponyo fait peur plutôt au président Tshisekedi? Mais effectivement, M. Matata fait peur. Mais en réalité, il n'y a pas que Matata qui fait peur à M. Tshisekedi. C'est tout le Congolais dont le passé est couronné par un succès au travers des actions positives faites par ce gens-là. Ces gens-là font peur à M. Tshisekedi. Tel que... Même si Florent Ibenge est notre entraîneur national, s'il était politique et qu'il était candidat président de la République, je suis sûr qu'aujourd'hui, on allait lui créer déjà un dossier judiciaire. Parce qu'il a un passé élogieux. On a peur de Matata parce que dans le passé de Matata, il y a assez d'actifs. Matata a un discours à présenter au peuple. Donc si on le laisse toutes les chances de se présenter, il n'y a aucun doute. Non mais c'est cela la peur. Il va remporter la présidentielle devant les autres prétendants, tels que Fayoulou, Mouzito, Katumbi et tous les autres. Est-ce que Matata Ponyo peut-il être au-dessus de, même dans les intentions des votes, est-ce qu'il est au-dessus de la mêlée? Vous savez, mon frère Dan, le peuple congolais n'est plus dupe. Ce même peuple qu'on a instrumentalisé dans les différentes périodes électorales, le décycle pratiquement, et voire même le 3e cycle électoral, et je ne pense pas que ce même peuple sera dupe pour le 4e cycle électoral. Parce que finalement, le même peuple a tiré des conclusions aussi claires. Si autrefois nous avions voté des présidents pour des raisons ethnico-tribales, eh bien lorsque le peuple fait la comptabilité en termes de résultats, le peuple s'est rendu compte, oui, nous avions eu un président Mongala ici dans ce pays, le Congo n'a pas changé. Un président Swahili, le Congo n'a pas changé. Un président Mukongo, le Congo n'a pas changé. Encore que nous avions aujourd'hui un président Luba, avec la prétention d'avoir une carrière politique en termes d'expérience de plus de 37 ans au pouvoir et dans l'opposition, le Congo n'a pas changé. C'est-à-dire le même Congolais là, pour les prochaines élections de 2023, il va devoir se poser assez des questions. Il n'y a pas un nouveau souffle de changement amené par le président Tshisekedi. On voit les réserves d'échange, on voit l'état de droit, on voit l'orthodoxie financière par-ci par-là. Avec le président Tshisekedi, on sent un nouvel élan, une nouvelle méthode de gestion de la chose publique. C'est quand même des choses que certains sont en train de saluer. Vous parlez de l'état de droit? Quel état des droits que vous parlez? État de droit comme discours de campagne, je ne pense pas qu'il s'agit de cet état de droit que nous voulons bâtir pour notre nation. On n'a pas besoin d'un état de droit fondé sur la vengeance privée. On n'a pas besoin d'un état de droit comme discours politique ou encore injustificatif pour éliminer certains candidats à la course électorale. L'état de droit, c'est le respect des textes. La beauté même d'une république, effectivement, c'est lorsque on se donne le luxe à se soumettre sous les exigences de la loi. Procès 100 jours, procès Matata. Vous parlez de procès 100 jours? Et tout ça, ce sont des preuves. Vous parlez de procès 100 jours? Des ministres qui font la prison, c'est une preuve que quand même, on l'a jamais vécu. Je vous ai dit... Depuis l'indépendance de notre pays, jamais un ministre ou un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction fait la prison. Ce sont des choses inédites, M. Manixi. Monsieur Dan, mon frère, je vous ai dit, sous Tshisekedi, on ne peut même pas parler de l'état de droit. À la limite, comme discours de campagne, comme discours fantaisiste, oui, on peut parler de l'état de droit. Mais dans la réalité, l'état de droit qui se définit comme un état dans lequel le respect de loi de la République, le respect de l'indépendance des juges est défini, il ne s'agit pas de cet état de droit. Vous parlez de l'état de droit comme une des réalités inédites sous le mandat de Tshisekedi. Oui, vous avez peut-être raison de parler d'une des réalités inédites. C'est parce que c'est dans cet état de droit que nous avions eu une grâce présidentielle du président de la République, signée par le président de la République, mais qui souffre de l'applicabilité parce que la ministre de Justice n'arrive pas à exécuter la décision du président de la République. Ça, c'est inédit. On parle de l'état de droit, où le procès a été retransmis même à la chaîne nationale. Et les Congolais ont vu, entendu, le procès 100 jours, où on a condamné même certains Congolais pour avoir détourné le fonds public de l'État. Qui sont toujours condamnés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non mais allez dans la prison de Makala, le tombeau est totalement vide. Qui de ce projet 100 jours
est dans la prison de Makala, que Liberté vous connaissez. provisoire, liberté provisoire. Écoutez. Ils ont des restrictions judiciaires. Ils ne peuvent pas peut-être quitter le pays, ils ne peuvent pas faire certaines choses. C'est aussi c'est aussi l'action de la justice. Vous savez, ce qui est très dangereux, et moi je suis convaincu que le régime de M. Tshisekedi était un régime des malédictions. Comment c'est très fort ça? Ben, c'est très fort, pourquoi? Parce que lorsque le président de la République prête serment devant Dieu et devant la nation, ça c'est sacré. C'est même la dimension de la sacralité de la fonction du président de la République. Mais la justice est indépendante, M. Manik Sienda. La justice est un pouvoir qui est indépendant du pouvoir exécutif et des autres pouvoirs. Non mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas parler de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de ces principes des Montesquieu, la séparation de pouvoir. Voilà. C'est sous l'affaire de M. Matata que nous avions assisté à des catastrophes terribles du point de vue institutionnel. À ce que moi je considère personnellement à une sorte de rébellion constitutionnelle. Ici, dans ce pays, sous état de droit, comme vous voulez qu'on parle de l'état de droit sous Tshisekedi, où on voit un président d'une institution aussi importante comme le Sénat récuser la dextérité intellectuelle de juge de la Cour constitutionnelle. Chose grave, il refuse même l'applicabilité de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Il a toujours demandé la notification par la Cour constitutionnelle. Non mais qu'il lise la teneur de l'article 168 de la Constitution, qui parle des effets exécutoires et immédiats des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi la Cour n'a pas notifié au président du Sénat? Non mais la Cour va notifier à qui? Au président du Sénat? Non mais pas du tout. Lorsque la Constitution dit exécutoire à l'égard de tous, la Constitution fait allusion à qui? Lisons l'article 168 de la Constitution. On est en train de démystifier les fonctions de la République. Mais pourquoi est-ce que... Combien de fois, s'il vous plaît, combien de fois M. Matata, comme sénateur, a écrit au président de la République? Ne serait-ce que sur de bases ou des raisons d'élégance institutionnelle, ne serait-ce que sur de bases de respect sur les anciens gestionnaires du pays, parce qu'il s'agit quand même, au-delà du fait qu'il soit sénateur, il s'agit quand même d'un ancien Premier ministre du pays qui écrit au président de la République, qui n'a jamais connu des réponses. C'est ça, l'intention astucieuse de vouloir à tout prix je vous pose la question, écarter M. Matata dans la course électorale. Je vous pose la question en tant que juriste, oui, parce que vous l'êtes. Oui. Si la Cour constitutionnelle se déclare incompétente de juger une personnalité, un ancien Premier ministre de la République tel que M. Matata Ponyo, en tant que juriste en droit, devant quelle juridiction peut-il être jugé? Ben, vous savez, parce que vous me demandez de répondre en tant que juriste, et je vous réponds en tant que juriste. Et cette fois-ci, avec ma casquette des spécialistes en droit constitutionnel. Ok. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent inventer le droit, créer le droit aux besoins du président de la République, de l'Union sacrée, et il y a même d'autres qui veulent que le droit soit interprété en Chiluba pour qu'ils comprennent mieux. C'est ce qui est dommage. Le juge ne peut pas accéder au fond d'un dossier judiciaire sans passer par la passerelle, considérée comme une condition sine qua non qu'on appelle les procédures. C'est comme ça que dans le système juridique congolais, il y a le droit des procédures pénales et le droit de procédure civile. On ne veut pas qu'on respecte les procédures en la matière. Et surtout, ici, nous sommes dans un droit constitutionnel pénal. Comme il est des principes, la procédure pénale est des stricts respects, et voire même des strictes interprétations. Ces gens-là veulent que le juge de la Cour constitutionnelle condamne M. Matata sans se référer des bases prévues dans la Constitution en ce qui concerne les procédures. Parce que la Constitution a défini les procédures pour mettre un président de la République autant pour le Premier ministre en exécution. Là, on est devant le cas d'un ancien Premier ministre. Alors, il n'est plus en fonction, il est sénateur. Non, mais s'il est sénateur, mais les faits commis... le juge d'un sénateur,
C'est un juge qui doit d'abord avoir la compétence matérielle. La même cour de cassation qui s'en saisit aujourd'hui, elle avait fait son déclinatoire de compétences pour le fait de ne pas juger un sénateur pour des infractions qu'il a commises pendant qu'il était Premier ministre. C'est en cela que le procureur général près la Cour de cassation avait renvoyé le dossier vers la Cour constitutionnelle. D'où s'il y a un vide juridique. Et la Cour constitutionnelle a traité le dossier conformément aux prescrits de la Constitution. Il y a un vide juridique alors? Eh bien, s'il y a un vide juridique, je pense que le dossier Matata est une occasion de réajuster l'ordonnancement juridique congolais de notre pays. De régler un tout petit peu la législation congolaise parce que vous avez détecté effectivement une faiblesse. Et cette faiblesse se justifie par l'évolution politico-juridique de notre pays. Il faut qu'on s'en saisisse. Il faut qu'on s'en saisisse. Il faut que la justice... Comment régler ça? Il faut... Non mais regardez, c'est pour la première fois que le pays a un ancien président de la République, n'est-ce pas? Monsieur Joseph Kabila, sénateur à vie. Pour la première fois. Moi je comprends. C'est vide, ce que vous qualifiez de vide juridique, par le fait que les politiques, et voire même la législation congolaise, par cette habitude, cette accoutumance politique et voire même juridique, n'ont pas prévu le sort d'un ancien président de la République. C'est le moment d'y penser. Et encore, chose grave, lorsqu'on parle du président de la République, son colistier direct en termes de responsabilité pénale, c'est le Premier ministre. Les deux sont justifiables devant la Cour constitutionnelle comme leur juge pénal. Non, voilà. Mais pour le président, ancien président de la République, on lui a réservé le privilège d'avoir le droit à un statut des anciens présidents de la République avec un répondant juridique clair, alors que cela n'a pas été le cas pour le Premier ministre. Encore que, il faudrait savoir si cette loi portant statut des anciens présidents de la République est conforme à la Constitution. Parce que dans cette loi-là... Il faut reformer cela. Dans cette loi-là, effectivement, nous on parle de la réforme. Il faut une initiative parlementaire. Il faut réajuster le système juridique congolais avec de lois qui s'adaptent au contexte socio-politique de l'heure. C'est un besoin fondamental. C'est un besoin fondamental. Et moi je pense, c'est que l'Union sacrée pouvait utiliser, c'est effectivement de se servir de leur majorité numérique au Parlement, parce qu'ils sont majoritaires au Parlement. C'est au niveau du Parlement qu'on adopte le proposition de loi pour effectivement créer un texte juridique qui traite sur la poursuite des anciens présidents de la République, autant pour les anciens premiers ministres. D'accord. À défaut de quoi, on sera dans l'irrégularité, dans l'arbitraire, et cela ne sera pas correct. Et surtout que... Aujourd'hui, M. Matata Ponyo ne siège pas au Sénat, malgré l'arrêt de la Cour. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne siège toujours pas. Non, mais ses immunités ont été levées. Dans l'affaire zaïréanisation ou dans l'affaire Bukanga Lonzo? Non, mais il y a eu assez de raccordements frauduleux dans cette affaire de Matata. Pourquoi? Parce que la stratégie politique de l'Union sacrée, c'est celle de savoir Matata ou rien. On veut de la tête de M. Matata. Et pour ça, on est obligé de violer les dispositions de la Constitution, de violer les lois, de violer les principes des bases qui régulent même l'État, principe de l'indépendance de la justice, etc. Parce que les raisons pour lesquelles l'on avait sollicité la levée des immunités de M. Matata, c'était effectivement sur le dossier. Alors, mais pour ce dossier-là, M. Manik Siyenda, j'aimerais qu'on parle... Il n'y a eu jamais de suite. Pourquoi? Parce qu'on a scruté le fond du dossier et on s'est rendu compte que le monsieur était pour rien. Mais malheureusement, j'aimerais qu'on parle... Ils se sont servis de l'automatisme de l'opportunité pour lancer une poursuite judiciaire sans préalablement qu'il y ait congrès réuni comme le demande la Constitution. J'aimerais qu'on parle un peu de la fortune personnelle de M. Matata Ponyo. Oui. Sa fortune personnelle. Oui. Il a été Premier ministre de 2012 à 2016. Oui. Logiquement, c'est 4 ans. Il a aujourd'hui construit une grande université dans le Maniema, oui. À Kindu, une grande université, prestigieuse, on va même dire. Est-ce que, avec son salaire propre, pendant 4 ans de Premier ministre, il peut se permettre de construire un tel immeuble, une telle bâtisse?
Je voudrais un tout petit peu mettre Logiquement parlant. un accent de précision par rapport à votre question, parce que vous parlez des Matata seulement, comme Premier ministre pendant 4 ans. Oui. Alors qu'avant qu'il ne devienne Premier ministre pendant 4 ans, il était ministre de Finances. Il était le directeur général de BCECO. Il était l'un des directeurs dans la Banque centrale de notre pays. Il était plusieurs fois conseiller dans les différents ministères du pays. À vous qui voulez faire cet exercice d'évaluer sa fortune, tenez compte aussi de son parcours, parce que dans son parcours du passé, il a amassé autant d'argent en tant que tel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce que vous parlez de l'université Mapon. Encore que, vous savez, aujourd'hui, le mal, c'est que les spéculations restent sur la tête de Congolais, parce qu'il y a des gens qui viennent matin, midi, soir avec le même discours du mensonge, et ils pensent que le mensonge peut se transformer en vérité. C'est quand même dommage. Le mensonge à propos de quoi? C'est à propos de l'université Mapon. Il y a même des Congolais qui disent il a planté le maïs et il a récolté. Il a construit voilà, l'université. C'est compliqué. C'est du bas étage. Mais comment C'est expliquer du ça? caniveau. Comment expliquer? Allez vers Kindu. Allez à l'université Mapon. À l'entrée, vous verrez une plaquette de bailleurs, de grandes entreprises connues et de nom et d'adresse, qui ont eu à financer pour l'effectivité, pour la construction de cette université. Allez demander. Encore que le procureur général près la Cour de cassation, il l'a dit. Ils avaient contacté l'architecte de cette université qui a établi les différentes rubriques en termes de besoins financiers qui ont concouru à la construction de cette université. On raconte quoi? Aujourd'hui, M. Matata fait partie, je le dis avec beaucoup de modestie, une fois de plus, de ces Congolais exceptionnels qui a créé un complexe scolaire où les enfants étudient dans des conditions de standard international, des conditions le plus qualitatives possibles, mais dans la gratuité, sans payer un franc. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait quand il était pour le compte de l'État, pendant qu'il était Premier ministre? Non mais c'est comme pour dire, M. Matata, quand il était Premier ministre, il n'a rien fait. Non, une université d'une telle envergure. Non mais écoutez, on n'a pas. Écoutez, vous ne pouvez même pas... l'université de Kinshasa n'a s'il pas vous plaît. le même luxe que l'université Mapon. Monsieur, c'est un problème de leadership. Cette université, je ne pense pas que ça se trouve au Rwanda. C'est une université de Congolais. Et lorsque l'on va évaluer la qualité de l'enseignement de notre pays, et serait-ce qu'en termes de sondage, pour classer notre pays sur le diapason de grandes nations qui font la promotion d'un enseignement de qualité, on peut parler du Congo grâce à l'université Mapon. Et lorsque cette initiative vient d'un Congolais, je me demande pourquoi vous voulez crucifier quelqu'un qui apporte des solutions à des problèmes réels. Alors, c'est ici dans notre pays qu'on définit les poids politiques. S'il vous plaît, c'est quand même très important ce que je vais dire tout à l'heure. On a la fin. C'est ici au Congo qu'on définit les poids politiques comme la capacité d'avoir le nombre de députés, de sénateurs, de ministres, de bourgmestres et j'en passe. Alors qu'en réalité, le poids politique d'un acteur politique devra se définir par la capacité de cet acteur de répondre aux besoins de la population congolaise. Bah, c'est clair. Et aujourd'hui, la population congolaise s'identifie à M. Matata à travers la réponse qu'il a réservée aux problèmes de Congolais. Là, c'est clair. Je vous ai parlé la rencontre de privilèges de continuité de l'État, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel se sert du Transco, comme Transco. Ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Non, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion et un leadership de mauvaise qualité. On va parler de... Congo Airways, avec 4 avions que M. Matata a achetés, aujourd'hui, on en a combien? L'immeuble intelligent qu'on a trouvé, les ministères qui étaient locataires dans certaines maisons des individus ici à Gombe, on a construit l'immeuble intelligent et aujourd'hui, 7 ans après, on se sert de ça. C'est ça le privilège de la continuité de l'État. Et même Monsieur Manik Sienda, l'immeuble qui abrite la Cour constitutionnelle qui voulait condamner M. Matata, cet immeuble-là a été construit par M. Matata. Même le karma, le karma politique existe. On est à la fin de l'émission. La rencontre Matata Pogno, Martin Fayoulou à Faden House. Matata qui est allé rencontrer monsieur Martin Fayoulou et Matata qui dira nous avons d'excellents rapports avec M. Fayoulou
Et pourtant, on se souvient que M. Fayulu critiquait la gouvernance de M. Matata pendant qu'il était Premier ministre. Excellent rapport, ça fait quand même tiquer. De quoi avait-il parlé? C'était quoi l'objet? Parce qu'il n'avait pas communiqué. C'était quoi le fondement? Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui une alliance Fayulu-Matata demain? La rencontre de M. Matata, le professeur Augustin Matata Mpogno, avec le président de l'ICD, Martin Fayulu, était une rencontre de fraternité entre deux Congolais, deux frères, qui se réunissent autour d'une table pour discuter sur l'avenir de la nation. Au menu de leur discussion, au centre de leur échange, c'était la question de la nation, la question du pays. La question des alliances politiques, ne vous en faites pas, ça reviendra. Parce que nous pensons que dans un contexte électoral, les alliances, les coalitions politiques sont des conditions aussi inéluctables pour rafler en même temps la majorité parlementaire, autant pour la majorité présidentielle. Mais pour l'instant, nous avons la mission de construire notre parti. Parce que le parti LGD a été créé, non pas sur demande de M. Matata, parce que Matata n'a plus rien à prouver aux Congolais. Ce parti a été créé sur demande de la population congolaise. Cette population qui est déçue de ces partis politiques au modèle du traditionnalisme politique, ces partis politiques comme des dynasties familiales, ces partis leadership et gouvernance pour le développement a été créé pour répondre aux problèmes socio-économiques de Congolais. Ce n'est pas un bien privé de M. Matata? Non, pas du tout. Le parti LGD est un parti qui transcende même la dimension nationale. Nous sommes un parti africain. Parce que le défi auquel nous sommes tenus de relever, c'est un défi qui dépasse même la dimension nationale. Très bien. On a toujours dit que le Congo a plus de 80 millions d'hectares de terres arables capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde. C'est ça, la dimension qui dépasse la sphère congolaise, sphère nationale. Nous avons la capacité énergétique en termes de 106 000 mégawatts capable d'alimenter tout un continent. C'est cela le défi auquel les partis s'est assigné pour les réaliser un jour. C'est comme ça que je dis, au-delà du fait que nous soyons un parti national. On saura le positionnement du LGD demain. Est-ce que vous allez faire des alliances avec d'autres partis pour... Non, mais pourquoi pas parler de l'inverse, que le parti, les autres partis arrivent à faire l'alliance autour de M. Matata et avec un leadership de qualité qu'on va proposer, parce que notre programme d'action et programme de campagne viendra et c'est au peuple congolais. Ça, parce que nous, on a un discours politique. On le saura de sitôt. 2023 approche. Je pense que vous vous préparez pour ça. Vous-même, peut-être que vous serez candidat député provincial ou national. Ben oui, moi je serai candidat. Je serai candidat député. Très bien. Porteur aussi d'une vision de M. Matata comme la locomotive de notre parti. Très bien. La locomotive politique et philosophique. Manik Sienda, on va prendre on va entamer la deuxième partie de l'émission. Oui. Les photos et commentaires. Vous connaissez très bien cette partie-là. Donc on va prendre la première image et vous allez commenter tel que vous le souhaitez. Sama Lukonde. Oui, Sama Lukonde, c'est l'actuel Premier ministre de notre pays. C'est le premier citoyen qui a chanté la victoire avant la guerre. Quelle guerre Il s'est déclaré Warriors avant qu'il n'accomplisse même la tâche ou les tâches dévolues au ministre et au Premier ministre. L'ironie du sort, la réalité le rattrape. Il n'a rien à voir avec le Warrior. Dans le sondage, il est en train de monter. Si vous parlez des sondages de l'UDPS, ça ne m'étonnerait pas. Non, ce n'est pas le point. Les sondages de l'UMT, enfin les sondages, ça ne m'étonnerait pas. Parlez-moi du sondage du peuple congolais qui réalise les vraies réponses, les vécus quotidiens. Le problème socio-économique du pays, le problème culturel, le problème de l'environnement, le problème de l'habitat, les problèmes du chômage. C'est au peuple congolais de faire le sondage, ce n'est pas au point ou le point. Et le gouffre. Et pour ça, monsieur Sama Lukonde est en deçà du standard moyen d'un Premier ministre capable de répondre aux problèmes des Congolais. Et ça, c'est une honte. C'est la première fois que nous avons un budget, on dira, c'est pas la première fois, mais il est parmi les premiers ministres qui ont proposé ce budget-là de 10 milliards, pratiquement le double du budget de Sylvestre Ilunkamba. Quand on parle de budget, le budget n'est qu'une prévision.
en termes d'exécution de toutes les assignations retenues pour l'exercice 2022. On est encore en cours de chemin. Il faudrait qu'on arrive au bout de l'année 2022 pour évaluer. Ils sont ambitieux. Donc. Parce que très généralement, ils sont ambitieux, on procède par le correctif budgétaire. Parce qu'on a été incapable d'atteindre, effectivement, ne serait-ce que 50% des réalisations. Donc, pour moi, c'est un chapelet d'intention. Ben, on peut déjà, même avec la DGI qui a fait plus de $1 milliard de recettes, c'est une je veux dire, un signe qui démontre que ce gouvernement a des ambitions. Plus d'1 milliard de dollars des recettes. Oui. Si cela n'est pas ressenti dans le vécu quotidien du peuple congolais, je dirais bravo au Premier ministre parce que vous avez au moins servi au président de la République et à l'équipe qui accompagne le président de la République d'accéder davantage dans l'opulence. S'acheter de véhicules, des vêtements et voyager comme il veut. Pour ça, vous avez battu un travail exceptionnel. Une autre image, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute. Monsieur Modeste Bahati, le président de l'AFDC allié, que je considère pratiquement comme un politicien de troisième âge, un ménopausé politique, parce qu'il est pratiquement dans le lot de ces politiciens qui n'arrivent plus à enfanter de nouvelles idées pour le progrès de la nation. Vous avez lu la loi sur l'agriculture qu'il a bientôt votée au Sénat? Malheureusement, il a réservé la primeur aux étrangers, qu'aux Congolais. Encore qu'on est dans cette hégémonie politique de dictat de l'extérieur sur le Congolais qui détiennent la propriété du sol et de sous-sol. Bahati, c'est cet acteur politique qui est prêt à tout. Il est prêt à rompre la fraternité, à couper l'amitié à cause de la politique. Il est prêt même à vendre son image et voire même sa personnalité au nom de la politique. C'est grâce à Bahati que nous avons retenu une histoire aussi noire dans le parcours historique parlementaire de notre pays. Au point de voir un président du Sénat, la Chambre de sages, être brutalisé au point d'être chassé de la manière comme nous l'avons vu dans les différentes vidéos, sans scrupules, sans le sens d'honneur. C'est tellement honteux. C'est sous Bahati que nous avions entendu un président du Sénat qui s'adresse aux juges de la Cour en disant que l'arrêt de la Cour ne nous concerne pas. Bahati nous a permis à imprimer une page totalement noire, écrite avec de l'encre noire. Et bien, c'est de la page sombre de l'histoire politique de notre pays. Totalement noire avec de l'encre noire. C'est parmi les personnes qui sont aujourd'hui en avant-plan de l'Union sacrée de la nation, des gens sur qui compte le chef de l'État pour le redressement de cette nation. Ne vous en faites pas. Parmi les mieux cotés Ne vous en faites pas. De la classe politique. Il y a certains acteurs politiques de l'Union sacrée sans comme de canne à sucre. Après avoir avalé le sucre, les résidus de la canne à sucre servent de la poubelle politique. En réalité, M. Bahati ne sert de rien en termes d'ancrage populaire à l'Union sacrée. Tu es très dur envers lui. Non, mais je ne vous dis que la vérité, et cette vérité est non discutable. Sur le plan d'ancrage populaire, M. Bahati ne va rien apporter pour l'Union sacrée, surtout pas pour l'élection du président de la République Tshisekedi, lors des élections de 2023. Il a une grande partie. Raison pour laquelle Tshisekedi veut renégocier avec Vital Kamerhe, le maître de l'Est, du Goma, de Kivu, parce qu'il se rend compte que Bahati, en termes d'ancrage et de poids politique, ne représente absolument rien, surtout pas sur le plan électoral. Très bien, Manik Sienda, on va évoluer. Monsieur Madidi Fayoulou. Le vrai soldat, à qui Étienne Tshisekedi Wamulumba a reconnu la qualité de son combat. Curieusement, même le fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa prestation de serment, il a reconnu à M. Martin Fayoulou sa qualité du soldat du peuple. C'est un acteur politique à qui nous avions vu le parcours, du début jusqu'au point d'en avoir la notoriété aujourd'hui. M. Martin Fayoulou est caractérisé par sa rigueur, la constance d'esprit et la stabilité mentale. Il reste indéléblement attaché aux intérêts du peuple. Et pour la compromission, il ne discute pas. Pour la compromission de la République, il ne cède pas.
Et je pense que le Congo et les Congolais, on a encore besoin des acteurs politiques de ce genre. Lui, au moins, il n'est pas le fruit d'un parachutisme politique. C'est ce que j'appelle autrement de l'autodidaxie politique. Il n'est pas un autodidacte. Il n'est pas un stagiaire parce que dans l'actif de M. Martin Fayoulou, il y a tout un parcours couronné de succès. Nous, on a besoin de gens, avant de devenir président de la République, il faut au moins être un ancien quelque part. Très bien, on vous a suivi. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien vice-président de la République. Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national du MLC. Autrefois qui incarnait, je dirais, le leadership du Grand Équateur. Et malheureusement, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a tout perdu. Il a en même temps perdu le parti, parce que le MLC, comme l'un des grands partis, des grandes formations politiques sur le diapason de grands partis politiques, le MLC ne figure plus. Pourquoi? Parce que la même instabilité politique dans l'absence de Jean-Pierre Bemba, c'est la même instabilité qui continue dans la présence de Jean-Pierre Bemba ici à Kinshasa. Il est mort politiquement, vous voulez dire, c'est ce que vous voulez dire? Peut-être encore enterré déjà politiquement. Parce que Jean-Pierre Bemba a accepté la plus grande humiliation politique. Laquelle? D'accepter d'aller au garage, au dépôt politique, de la même manière que François Béa, de la même manière que François Mwamba, de la même manière que Kinké Moulumba, de la même manière que tous ces politiques autour du président de la République qui en réalité ne servent que de l'ombre. Or, Jean-Pierre Bemba est une figure de proue qui peut présenter une offre politique de qualité pour aspirer la confiance du peuple. Là, voir Jean-Pierre Bemba à côté de Tshisekedi, c'est pratiquement un deuil au sein du MLC. Merci Manik Sienda. Je crois qu'on va prendre une autre photo, la photo du président de la République, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est notre président de la République, élu dans un suffrage à la moyenne qui en réalité n'exprime pas la légitimité d'un président. Parce que nous avions eu un besoin de la rupture entre le régime du passé et celui d'après, nous avons accepté de l'accompagner. Surtout pour nous, les Quinois. Nous avons accompagné notre Quinois à la tête du pays. Mais malheureusement, Tshisekedi a commencé par décevoir le Quinois. D'abord par le choix des Gentini Ngobila comme la locomotive de la province, la ville-province de Kinshasa. Les résultats sont là, fermeture du grand marché, les embouteillages ça et là, la saleté dans la ville, pas de route, etc. Mais ce Tshisekedi était aussi l'espoir d'un groupe ethnico-tribal, je vois le Kassaïen, et beaucoup plus particulièrement le Wewa. Pas tout le peuple congolais. Je parle d'abord dans une pendant un moment, particularité. Vous l'avez soutenu pendant un moment. Une particularité aussi retenue. Les Wewa l'avaient accompagné avec pompe et frénésie populaire jusqu'à l'Union africaine, à la cité de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, les mêmes Wewa sont déçus parce que M. Tshisekedi les a déçus. Tshisekedi... Il vous a déçu aussi personnellement parce que vous l'avez soutenu pendant un moment. Effectivement. Comme tout autre Congolais, je suis déçu. Parce que moi, je suis convaincu que si le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba est vivant, il serait le plus grand opposant de son fils. Le plus grand. Le plus grand opposant de son fils. Parce que le vœu de Tshisekedi, formulé sous la demande du peuple d'abord, que le peuple a relayé pour rappeler à M. Tshisekedi, Félix Tshisekedi Kobo Sanate, Papa Alobaka, le peuple d'abord. Tshisekedi a créé un grand fossé entre le peuple et l'opulence institutionnelle. Parce que le peuple d'abord, ce n'est pas le RAM. Le peuple d'abord, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, Tshisekedi nous a tellement déçus. Et autre chose que j'ai retenu, il y a aussi sur le profil de Tshisekedi, quand même qu'il est en train de bien travailler. Il y a Monsieur Tshisekedi certaines réalisations qui se font. Est un grand parleur, un bon communicant. Peut-être le seul bon communicant au sein de l'Union sacrée de la nation. Mais malheureusement, dans sa communication, on ne voit que le chapelet d'intention.
les chapelets des bonnes intentions. Il a assez promis aux Congolais de choses qu'il n'a pas réalisées. Il aura peut-être un deuxième mandat. Je crains que M. Tshisekedi soit considéré comme un véritable vendeur d'illusions. Je crains. Parce qu'il a assez promis de choses. Et Tshisekedi nous a permis de faire de la République démocratique du Congo un pays des maquettes. Où on peut présenter des maquettes alors que la réalité, c'est autre chose. D'accord, parce que vous parlez du deuxième mandat, je ne sais pas par quelle magie le peuple congolais va accorder un deuxième mandat à M. Tshisekedi. D'accord, on va tourner notre image. Jean-Marc Kabunda Kabund. Jean-Marc Kabund, lui, c'est le vrai fils politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le docteur. Je réitère mon propos. Si Étienne Tshisekedi est vivant, il serait l'opposant de son fils et l'allié de Jean-Marc Kabund. Parce que Jean-Marc Kabund a pérennisé les valeurs tshisekédistes, les nonismes absolus, la constance et le sens sacré de servir le peuple. Et pour ça, on l'a remercié de la même manière qu'on a remercié François Beya, Vital Kamerhe et les autres. Et donc, il reste un Congolais sur qui beaucoup de Congolais peuvent faire confiance parce qu'il a fait preuve de sa bravoure et de la capacité de dire non à cette cacophonie de gestion de la chose publique de l'État. C'est encourageant. D'accord. Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, président d'Ensemble pour la République. Moïse Katumbi, le président de Ensemble pour la République. Un Congolais passionné du pays. Un Congolais qui a prêché par une exemplarité claire en termes de gestion. Pas très clair gestion aussi, type. Position politique totalement floue. Le tout-puissant Mazembe sera toujours une fierté et le respect national qui viendra sur la tête de cet homme. Mais du point de vue politique, Moïse Katumbi a tout intérêt à se positionner et à se débarrasser, une fois pour toutes, de l'union sacrée de la nation. Parce qu'en réalité, être aux côtés de l'union sacrée de la nation, c'est être atteint d'un virus qui ne peut vous quitter que si on vous a accordé une bonne thérapie du peuple. Je crois qu'il est grand temps que M. Katumbi assume en termes de position politique. C'est un Congolais qui peut apporter beaucoup de choses pour l'avancement de ce pays. Et donc, c'est un Congolais sur qui on peut faire confiance. Je pense que c'est la dernière image. Celle-ci, on ne l'a malheureusement pas demandé. Je pense que ça aura été la dernière image. Monsieur Manix Yenda, nous sommes à la fin de l'émission Face à Face, qui vous a reçu cet après-midi. C'était un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Dan. C'est à moi de vous dire un très grand merci d'être reçu. Et je pense qu'à la prochaine invitation, on reprendra toujours présent. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission Face à Face, qui a reçu pour la première fois Manix Yenda, cadre du LGD, parti politique que dirige l'ancien Premier ministre Augustin Mactapogno, candidat président de la République pour l'élection présidentielle de 2023. On vous dit au revoir et à la prochaine, pourquoi pas avec le même invité et d'autres invités pour d'autres sujets d'actualité. Au revoir, à la prochaine. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te.
na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola